sommes tous différents à l'intérieur. Désinhibés, plus sombres, monstrueux. Rien ne nous le rappelle plus que le métamorphe. Comme Monsieur Hyde, le côté sombre et débridé d'un homme réprimé. Le loup-garou, la personnification de nos propres pulsions sauvages. Le Wendigo, un mal qui consume même les plus nobles. Le corps du métamorphe se transforme en ce que nous désirons ou craignons le plus au fond de notre cœur. Le voyage de ce soir nous ramène au début de l'histoire de l'humanité, à une époque où l'homme acceptait plus ouvertement son côté sombre. À travers d'autres métamorphes, nous découvrirons également les origines du loup-garou, la créature la plus féroce des monstres parmi nous. Plus l'homme devient apparemment civilisé, plus il cherche secrètement à retrouver sa sauvagerie perdue depuis longtemps. Pendant des siècles, les hommes ont essayé de se transformer en êtres plus puissants, changeant de forme pour devenir quelqu'un ou quelque chose de totalement différent. Il n'est pas toujours un participant volontaire. Tu penses qu'il veut encore vivre après ce qu'il est devenu ? Ces hommes ont promis de ne pas te faire de mal. Et bien souvent, tout autant une victime. Le métamorphe existe dans presque toutes les cultures depuis la préhistoire. La plus ancienne trace connue de l'homme est peinte sur les murs des grottes préhistoriques de Lascaux, en France datant d'environ 30 000 ans. Les peintres Cro-Magnon ont non seulement représenté des animaux, mais aussi des hommes avec des caractéristiques animales. Appelée magie de chasse sympathique, la croyance était qu'en évoquant visuellement les animaux sur les parois des grottes, les peintres Cro-Magnon s'appropriaient une partie du pouvoir de l'animal. Sans la séparation actuelle entre l'homme et la nature, l'homme préhistorique se déguisait en peau d'animaux dans le but de devenir pleinement cet animal et d'hériter de ses caractéristiques. À mesure que les tribus se forment, un lien avec un certain animal ou un totem est créé. La capacité de se métamorphoser ou de changer d'humain en animal continue de proliférer dans toute la mythologie. Dans les Métamorphoses d'Ovide, Jupiter, le dieu romain du tonnerre et chef du Panthéon, descend sur Terre pour observer de première main les maux de l'humanité. C'est lorsqu'il se présente au palais du roi arcadien Lycaon en 44 avant Jésus-Christ que sa colère est attisée. Le sombre chevalier avait déjà couvert le ciel et la terre avant que je ne franchisse sa porte inhospitalière. Dès mon entrée, j'ai montré les signes qu'un être divin approchait. Le peuple prosterné priait, le tyran convoitait. Le douteux et blasphémateur Lycaon jure en silence de tuer le dieu pendant son sommeil. Mais d'abord, il décide de l'humilier. Prenant un otage d'une tribu voisine, Lycaon égorge le garçon puis fait bouillir et retire ses membres. Il espère que Jupiter se régalera du corps du garçon. Jupiter, cependant, voit la supercherie et est loin d'être amusé. Il brûle le palais et regarde Lycaon s'enfuir dans les champs voisins, hurlant de terreur. Son manteau, désormais couvert de poils rêches, colle à son dos. Il arbore un visage affamé. Ses bras descendent, ses épaules s'affaissent pour multiplier ses jambes à la louange de Jésus. Il devient un loup. Son horreur demeure et la même rage atteint ses autres membres. Ses yeux brillent encore dans l'espace plus étroit. Ses mâchoires conservent la verdeur et la violence de son visage. Les guerriers nordiques, appelés berserkers, sont une race à part. Portant des peaux d'ours ou de loup par-dessus leur armure, leur violence est incontrôlable.
Beaucoup de rois utilisent les berserkers comme troupes de choc pour éclaircir et surprendre les rangs des armées ennemies. Mais lorsqu'ils ne sont pas sur le champ de bataille, ils sèment le chaos dans la société. Souvent accusés d'être des loups-garous, les berserkers anarchiques comme Basmokrin sont bannis en 1015. Au XIIe siècle, les berserkers et leur rage disparaissent. Les Ægi Einhammer de la mythologie nordique et islandaise sont une tribu d'animaux garous dont le nom se traduit par Padedusson, pas d'une seule peau. Lorsqu'un membre de la tribu revêt une peau d'animal, son esprit animal est lié à cette forme animale. Il devient Amrama, perçu par ceux qui sont enchantés par lui comme l'animal réel tout en conservant sa forme humaine. À mesure que le christianisme se répand dans le monde, la métamorphose est rapidement considérée comme un mal, un acte impie par l'Église. Ce n'est pas un exercice de la connexion de l'homme à la nature, mais un blasphème de son rejet de Dieu. Le mot loup-garou ou homme-loup apparaît pour la première fois dans le langage courant au XIe siècle, écrit dans les ordonnances ecclésiastiques du roi Knut. Il est synonyme d'un mot redouté par beaucoup. À l'instar des peurs liées aux vampires dans le monde, les épidémies de loup-garou sont prises très au sérieux et servent à expliquer des vagues d'attaques animales. Il existe deux types de loup-garou. Ceux qui acceptent involontairement la transformation pour assouvir leur soif de sang et leur désir de chair humaine, et ceux qui sont maudits par les circonstances. Une façon pour un homme de se transformer en loup-garou est d'appliquer une pommade ou un onguent magique, ou même de boire une potion distillée. L'utilisation d'ingrédients psychoactifs, comme la belladone, a peut-être provoqué une véritable hallucination dans l'esprit du loup-garou. Parce que je suis Monsieur Lobo, les gens me demandent souvent si je suis un loup-garou. Je leur dis souvent que je suis un loup-garou en rémission avec une médaille de 5 ans dans ma poche et que je ne me transforme plus. Je vais juste à des réunions. Dans le folklore portugais, un loup-garou est une sorte de malédiction. Dans l'histoire que j'ai toujours entendue, chaque septième fille serait une sorcière et chaque 7e fils serait un loup-garou. Et ça, ce serait une malédiction familiale. Et je ne sais pas si ça a été inventé juste pour ne pas avoir trop d'enfants. Parfois, c'est une façon dont ces légendes urbaines se forment pour créer des raisons de contrôler la façon dont les gens pensent à certaines choses. C'était une façon de limiter la population. Après un 7e enfant, il pouvait être loup-garou ou sorcière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de fois où une sorcière et un loup-garou sont parallèles l'un à l'autre, où un sorcier est un loup-garou. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a d'autres légendes qui parlent de sorciers, qui sont la version masculine d'une sorcière et qui peuvent souvent se transformer en loup, et même Dracula peut se transformer en loup. On peut aussi devenir un loup-garou en enfilant une ceinture ou une peau de loup, tout en accomplissant la transformation par la magie rituelle. Tout comme les vampires, les loups-garous ne se transforment que la nuit. À Bedburg, en Allemagne, en 1598 débute le procès de loup-garou le plus célèbre de l'histoire. L'accusé Peter Stubbe arrive avec un aveu sordide et détaillé ainsi qu'une liste d'atrocités qui s'étendent sur des décennies. Stubbe vénère le diable et tout ce qui est dans maléfique, et il est récompensé par une ceinture magique qui le transforme en loup-garou. En échange de ses services, il doit être protégé à jamais par le diable. Je croyais alors avoir été transformé en loup. J'ai d'abord été quelque peu horrifié par mes 4 pattes de loup et la fourrure dont j'étais soudainement couvert. Mais j'ai découvert que je pouvais désormais voyager à la vitesse du vent. Stubbe agit comme un loup vêtu en gentleman, se promenant bien habillé. Quand il aperçoit des jeunes filles sans méfiance, il se transforme en loup-garou pour les attaquer.
Il ne fait aucune distinction dans le choix de ses victimes et massacre même des agneaux et des chèvres. Un jour, il voit une femme et 2 hommes depuis sa position dans les bois. Il appelle chacun des hommes. L'un d'eux est une connaissance et ils viennent un par un. Lorsque la femme commence à s'enfuir, il la rattrape et la tue. Les hommes sont retrouvés plus tard, leur cadavre mutilé. Son corps est introuvable et on pense que Stubbe l'a entièrement dévoré. Stubbe, sous sa forme de loup-garou, se précipitait régulièrement dans un groupe de jeunes filles et tuait celles qui n'avaient pas eu la chance de s'échapper. Il va même jusqu'à assassiner 2 femmes enceintes, arrachant et dévorant leur fœtus. Les innombrables meurtres ne suffisent d'eau pas à assouvir la soif de Stubbe, puisqu'il va même jusqu'à coucher avec sa propre fille et la mettre enceinte. Sa sœur n'est pas non plus à l'abri de ses désirs incestueux. En récompense, Stubbe affirme que le diable lui offre une succube, une femme trompeusement angélique et sculpturale. Stubbe essaie capturé lorsqu'il tente d'échapper à un groupe de chasseurs en retirant sa ceinture et en reprenant forme humaine. Ils le reconnaissent et l'arrêtent pour les meurtres qui avaient été attribués, ironiquement, à un véritable loup. Stubbe, sa fille et sa maîtresse sont condamnés à mort le 28 octobre 1589. Le châtiment de Stubbe est décidément atroce. Accompagnant le cadavre décapité de Stubbe sur le bûcher, se trouvent tuées les 2 femmes encore vivantes. Le magistrat, encore choqué par les meurtres, plaça la roue de supplice de Stubbe bien en vue dans la ville, surmontée d'une effigie de loup en bois. Au centre de la roue, sur un poteau qui la soutient, est placée la tête décapitée de Peter Stubbe. Tout comme la peur du vampirisme, une hystérie collective éclate autour des loups-garous. Un exemple similaire apparaît en Livonie, Europe de l'Est, lors de l'Inquisition des années 1600. 31 personnes sont traduites en justice pour avoir prétendument été des loups-garous. La légende portugaise du loup-garou, le Lobus Omen, est une figure tragique, c'est une figure triste. Vous savez, il ne se transforme pas à cause d'une morsure, il se transforme, ou plutôt à cause de la pleine lune. Il se transforme à un carrefour, il arrive au carrefour, puis il se transforme, et ensuite il ne fait que pleurer, et on les entend la nuit en train de pleurer. Vous savez, et c'est triste, c'est tragique. Alors que les cas de vampires ont été plus simples, les cas de loups-garous sont connus pour se croiser avec d'autres éléments du surnaturel. Les Navajos, avec leur conscience du lien entre l'homme et la nature, ont la légende du changeur de peau, le skinwalker. Le skinwalker porte la peau de l'animal qu'il a choisi et peut devenir invisible. Ils utilisent non seulement la magie à distance pour frapper leurs ennemis et craignent des poisons qu'ils peuvent jeter sur leurs victimes. Ils se rassemblent dans des grottes la nuit pour manger de la chair humaine. Les skinwalkers s'assoient dans leur cercle rituel, nus à l'exception des bijoux et de la peinture corporelle, et ils se déplacent à 4 pattes. Pour tuer un skinwalker, il faut tirer une balle dans le cou de la forme animale afin qu'elle atteigne la tête humaine à l'intérieur. Tout aussi terrifiant et aussi répandu dans la culture algonquine des États-Unis et du Canada que le loup-garou chez les Européens, il y a le Wendigo. Les Wendigos sont des créatures semblables à des ghouls, grandes et émaciées, avec des os qui dépassent sous une fine couche de peau gris cendre. Ils ne mangent que de la chair humaine et grandissent à chaque victime dévorée. On croit qu'une personne se transforme en Wendigo dès qu'elle mange de la chair humaine pour la première fois ou lorsqu'elle est possédée par l'esprit d'un Wendigo. Les personnes atteintes d'un désir incontrôlable de chair humaine souffrent de la psychose du Wendigo. C'est le printemps de 1879. Un trappeur cri nommé Swift Runner affirme que toute sa famille est morte de faim durant ce cruel hiver, à l'exception de lui-même et de sa femme, qui s'est suicidée.
Malgré cela, il pèse un bon 90 kg. Les autorités sont suspicieuses. L'amour précoce de Swift Runner pour le whisky a conduit sa tribu à bannir lui et sa famille. Les 10 membres de la famille sont forcés d'établir un camp dans la nature sauvage. La police, sentant que quelque chose ne va pas, ramène Swift Runner au camp de sa famille et commence une fouille exhaustive. Ils sont choqués par ce qu'ils découvrent. Des os humains complètement dénudés et certains avec la moelle aspirée. Il y a suffisamment de restes pour identifier la femme de Swift Runner, ses 6 enfants, son frère et sa propre mère. Certains ont été assommés, d'autres ont été abattus, et l'un d'eux aurait été étranglé avec une corde. Lors de son procès, Swift Runner affirme avoir été possédé par l'esprit du Wendigo. Voici quelques-unes de ses dernières paroles prononcées à un prêtre avant sa pendaison. Je suis le plus misérable des hommes. Je ne mérite même pas d'être appelé un homme. Une autre forme de transition de l'homme au Wendigo est racontée dans la nouvelle d'Algernon Blackwood, le Wendigo. Le prolifique Blackwood s'est déjà imposé grâce à ses romans et à ses contributions à des ouvrages comme Weird Tales, comme un écrivain exceptionnel du surnaturel. Sa version du Wendigo diffère de la créature mythologique. Mais elle n'en reste pas moins très effrayante. Un groupe de chasseurs s'aventure dans la nature canadienne et découvre rapidement qu'ils sont eux-mêmes traqués. Leur guide, le Canadien français Defago, est emporté dans la nuit par quelque chose d'invisible. Tout ce qui reste après sa disparition, c'est son cri. Oh, oh, cette hauteur enflammée! Oh, mes pieds de feu, mes pieds brûlants de feu! Defago réapparaît quelques jours plus tard, transformé en quelque chose de pas tout à fait humain. Quelque chose comme un voile d'horreur descendit presque perceptiblement à ce moment-là sur chaque visage, et 3 paires d'yeux brillèrent à travers, comme s'ils voyaient au-delà de la frontière de la vision normale, dans l'inconnu. Le métamorphe le plus célèbre de toute la littérature, cependant, est imaginé par un poète et romancier légendaire. L'auteur est Robert Louis Stevenson. Enfant maladif, Stevenson n'était pas étranger au fait d'être alité. Les livres qui lui tenaient en compagnie étaient aussi son meilleur remède. Robert renonce à la tradition familiale d'être gardien de phare pour poursuivre une carrière d'écrivain. Son roman décisif, L'île au trésor, précède de 2 ans sa grande incursion dans l'horreur. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde, publié en 1886, utilise la capacité du protagoniste à changer de forme comme reflet de sa propre psyché tourmentée. Racontée à travers les yeux de l'avocat du Dr Henry Jekyll, l'histoire montre ce qui se passe lorsqu'un scientifique bienveillant libère son côté refoulé, connu sous le nom du répugnant Hyde dans la société. Jekyll et Hyde s'avéreront durables. Avant la performance de John Barrymore, qui lui a valu la célébrité en 1920 dans la version cinématographique muette, il y avait déjà eu 5 adaptations au cinéma. La douleur la plus vive s'ensuivit. Un broiement dans les os, une nausée mortelle et une horreur de l'esprit qui ne peut être surpassée ni à l'heure de la naissance ni à celle de la mort. Puis ces agonies commencèrent rapidement à s'estomper et je repris conscience comme après une grande maladie. Il y avait quelque chose d'étrange dans mes sensations, quelque chose de totalement nouveau. Et par sa nouveauté même, incroyablement doux, je me sentais plus jeune, plus léger, plus heureux dans mon corps. À l'intérieur, j'étais conscient d'une griserie téméraire, d'un flot d'images sensuelles désordonnées courant comme une course folle dans mon imagination. Une dissolution des liens de l'obligation, une liberté de l'âme inconnue, mais pas innocente.
Il est inexact de qualifier Hyde, qui n'est rien en comparaison de la bonté qui est en Jekyll, de son envers. Hyde est la manifestation du propre côté sombre de Jekyll et par extension du nôtre. Je me suis su, dès le premier souffle de cette nouvelle vie, plus mauvais, 10 fois plus mauvais. Vendu comme esclave à mon mal originel, et cette pensée, à cet instant, m'a grisé et réjoui comme du vin. Cela culmine avec le meurtre de sang-froid commis par Hyde sur un citoyen exemplaire, entraînant la chute de Hyde et de Jekyll. Stevenson et sa femme s'installent sur l'île samoane d'Upolu, où Stevenson devient connu sous le nom local de Tusitala, ou conteur d'histoire. Sa santé continue de se détériorer, tout comme son inspiration créative. En essayant d'ouvrir une bouteille de vin, il s'effondre à cause d'une hémorragie cérébrale. Nous sommes en 1894 et Stevenson, le conteur, n'a que 44 ans. Plus que tout autre métamorphe, Jekyll et Hyde continuent de fasciner et de hanter à travers le médium du cinéma. N'as-tu pas peur de bouleverser l'équilibre d'une âme? Pourquoi pas? Je ne ferai que révéler ce qui était déjà là, ce qui était bon. L'ange? Exactement. Mais supposons que vous libériez le monstre? Supposons, mon cher Jekyll, que vous libériez le monstre. Le Dr Jekyll et Mr Hyde de 1931 avec Frédéric March offre une transformation effrayante et crédible, dont le secret ne sera connu qu'après la mort de l'acteur. Pas aussi facilement définissable qu'un métamorphe, mais tout aussi marquant que les personnages de Stevenson, ceux-ci viennent du poète, dramaturge et écrivain Oscar Wilde. Diplômé d'Oxford et brillant érudit dès son jeune âge, Wilde a déjà publié son premier recueil de poésie ainsi que ses 2 premiers recueils de contes pour enfants. Célèbre pour son esprit et ses vues, sur l'esthétisme, le seul roman de Wilde paraît en 1890. Il s'intitule « Le portrait de Dorian Gray » dans le numéro de juillet du Lippincott's Monthly Magazine. Le portrait de Dorian Gray se distingue d'un roman à 4 sous par son caractère beaucoup plus littéraire, délibérément littéraire. Il n'a pas été vendu comme un roman sensationnel destiné à une consommation rapide. À l'origine, il a été publié dans un magazine américain assez intellectuel qui supposait un lectorat littéraire, le Lippincott's Monthly Magazine, qui était édité à Philadelphie. Et c'est un texte littéraire bien plus artistique que la plupart des Penny Dreadfuls. Son style est très sophistiqué et magnifique. Oscar Wilde reste, après tout, un écrivain accompli. Rien que l'écriture le distingue, elle le place davantage dans le domaine de la littérature que dans celui de la fiction à sensation. Et sa nature homoérotique marque le début de la fin de l'ère victorienne étouffante. Je pense que le gothique et le surnaturel prospèrent à une époque où il y a beaucoup de répression, une société très contrôlée, très structurée. Je pense qu'il n'est pas étonnant que le gothique ait prospéré au XIXe siècle, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. On voit l'époque victorienne comme très stricte, réprimée, marquée par une grande rigidité et un fort contrôle. Et je pense que le surnaturel, et en particulier le gothique, avec son angoisse étrange face à l'inexpliqué et à l'inavoué, est en réalité une réponse à cette rigidité. C'est une façon pour une culture répressive de se lâcher un peu et d'exprimer ses angoisses plus profondes, ses phobies les plus enfouies. Je pense que c'est pour cette raison qu'elle a prospéré au XIXe siècle. Dorian Gray est un livre incendiaire, suscitant 216 attaques littéraires au cours des 2 premiers mois de sa publication, selon Wilde. Il disait avoir reçu 216 mauvaises critiques du roman en 1 ou 2 mois, qu'il a toutes jetées à la corbeille. Et il en était en quelque sorte fier, en fait, d'une certaine manière. Il faisait preuve de défi face à une presse extrêmement défavorable.
La plupart de ses critiques attaquent le roman en le qualifiant de décadent, corrompu, immoral. Ils étaient vraiment choqués par les éléments centraux de l'histoire, en particulier par l'idée d'un homme plus âgé s'attaquant à l'innocence d'un homme plus jeune. Et bien sûr, ce genre de sous-entendu homo-érotique allait revenir hanter Wilde lorsqu'il fut jugé et emprisonné, incriminé lui-même pour homosexualité en 1895. Mais en 1890, lorsque le roman a été critiqué, il était assez défiant et a écrit une série de lettres publiées dans la presse, dans tous les grands journaux, pour défendre le roman, sa moralité, son art, et affirmer en effet qu'aucun écrivain ne devrait être jugé selon des critères moraux étroits, défendant essentiellement sa liberté artistique. L'histoire commence avec l'achèvement par le peintre Basil Hallward d'un portrait grandeur nature de sa muse, l'innocent et jeune Dorian Gray. C'est la rencontre de Dorian avec l'ami de Hallward, Lord Henry, qui corrompt d'abord le jeune homme. Lorsque le vaniteux Dorian réalise qu'il va vieillir alors que le portrait restera jeune, il décide qu'il donnerait tout, même son âme, pour que ce soit le portrait qui vieillisse à sa place. Mais il fait bien plus que cela. Le portrait reflète aussi ses vices. Et tandis que Dorian reste jeune et sans tache, il est dépourvu de conscience alors qu'il corrompt et détruit des vies à cause de ses propres vices. Pour moi, une différence essentielle avec Dracula et Frankenstein, c'est que Dorian Gray fait vraiment partie de la société du monde qui l'effraie. Sa monstruosité est un élément de cette société victorienne. Dracula, bien sûr, est un étranger. Il vient de Transylvanie. Il est vraiment l'étranger, l'immigrant dangereux qui s'en prend aux jeunes femmes occidentales et à l'Occident dans son ensemble. Mais lui-même n'est pas un occidental, et Frankenstein, bien sûr, n'est même pas un humain. C'est un artefact fabriqué, le Dorian Gray, en revanche, mais est un homme de l'aristocratie, il est des bien-nés. C'est le genre d'homme que n'importe quel victorien s'attendrait à croiser dans la rue, enfin, n'importe quel gentleman victorien. Et bien sûr, sa monstruosité n'est pas évidente pour ceux qu'il rencontre. Il paraît parfaitement jeune et innocent. Sa monstruosité est entièrement. Elle lui est évidente lorsqu'il regarde le portrait, surtout, mais à personne d'autre. C'est une monstruosité privée. Je suppose que je suggère qu'il existe vraiment une affinité entre l'auteur et sa création, et certainement un sentiment de honte chez Dorian qui est très évident, je pense, à la fin du roman, à la fin de l'histoire. Je ne veux rien révéler, mais il est torturé par un profond sentiment de sa propre criminalité. Cela résonne pour moi avec Oscar Wilde. Dans Dorian Gray, il est, je pense, en quelque sorte inconsciemment peut-être, en train de se décharger de quelque chose de son propre sentiment de criminalité et peut-être même de honte d'être un homosexuel pratiquant. Je ne suggère pas qu'il y ait de honte à avoir, mais sa culture l'aurait humilié et l'a même criminalisé quelques années plus tard. Ce n'est que lorsque Dorian détruit le tableau qu'il est libéré de la laideur de ses péchés et de son âge. Oui, Oscar Wilde a dit qu'aucun homme ne sait quels sont les péchés de Dorian Gray. Chaque lecteur apporte son propre péché au roman et voit son propre péché en Dorian Gray. Donc en un sens, Dorian Gray est une sorte d'écran vierge, un peu comme Monsieur Hyde dans le Dr Jekyll et Monsieur Hyde de Stevenson en fait, sur lequel nous projetons nos propres angoisses et phobies, nos peurs de ce que pourrait être sa criminalité. En fait, c'est une criminalité sans nom d'une certaine manière. Oscar Wilde succombera lui-même à ses propres vices, ou du moins c'est ainsi qu'on les appelait à son époque. Peu de temps après la publication de Dorian Gray, il prend pour amant le troisième fils de la marquise de Queensberry et est arrêté puis condamné à 2 ans de travaux forcés pour cela. Alors que les procès d'Oscar Wilde se déroulent, pendant que Wilde est criminalisé pour son homosexualité, si je ne me trompe pas, Dracula paraît en tant que roman à peu près au moment où la peine de prison d'Oscar Wilde prend fin.
Donc pour moi, Dracula et le roman, l'histoire est très liée à celle d'Oscar Wilde et à la criminalisation de l'homosexuel. La relation entre Bram Stoker et Oscar Wilde est assez intéressante. Je pense qu'au niveau personnel, ils se connaissaient assez bien. Ils sont tous les deux, bien sûr, des Irlandais de Dublin. Ils se connaissaient déjà à l'époque où ils étaient étudiants. Ils se rencontraient fréquemment à Dublin et ont évolué ensemble. Aucune documentation à ce sujet. Il n'existe aucune référence ou lettre échangée entre eux qui ait survécu, par exemple, mais on peut supposer assez sûrement qu'ils fréquentaient les mêmes cercles à Londres et à Dublin. Et puis, bien sûr, ils ont tous deux émigré, si l'on peut dire, d'Irlande, de Dublin à Londres, pour faire carrière, où Stoker est devenu directeur de scène du Lyceum Theatre, où le grand acteur Sir Henry Irving régnait. Donc Stoker, directeur de scène, à l'époque même où Oscar Wilde essaye de se faire un nom comme dramaturge, il devait donc y avoir une certaine relation, une certaine tension entre eux. Je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à Dublin, dans les années 1870, alors qu'ils étaient tous deux encore jeunes, Wilde était très proche d'une jeune Irlandaise nommée Florence Balcombe. Et en effet, si vous regardez les lettres qu'ils échangèrent, il est assez évident que Wilde la courtisait, il a même peut-être souhaité l'épouser. Mais elle a épousé Bram Stoker. Peut-être qu'avec le recul, on peut comprendre qu'elle trouvait Bram Stoker plus intéressant. Et je pense que Wilde en a été assez affecté. Il devait y avoir un peu de jalousie, j'en suis sûr. Temporairement, envers Bram Stoker, il y a ses relations sur le plan personnel et sur le plan littéraire, je pense. Stoker devait être au courant de l'homosexualité de Wilde, surtout après les procès. Qui aurait pu ignorer l'homosexualité de Wilde ? Je pense que Wilde est présent même dans Dracula, en particulier dans ces moments où Dracula s'en prend au jeune Anglais. Le clerc de notaire, Jonathan Harker, il y a quelques scènes où il s'en prend au cou de Harker. Je ressens qu'il y a quelque chose d'un peu vaguement homoérotique dans ce moment de Dracula. Et je me demande simplement, comme beaucoup de critiques se le demandent, si Stoker n'exprime pas dans ce texte certaines de ses propres phobies personnelles à propos de Wilde. Oscar Wilde meurt de méningite dans une chambre d'hôtel miteuse, le 30 novembre 1900, après quelques années à errer en Europe à sa sortie de prison. Mais son œuvre, de Dorian Gray à sa poésie et ses pièces de théâtre, lui survit. La vie du loup-garou se poursuit au-delà des légendes, du mythe et de la réalité de la paranoïa, jusque dans les pages de la littérature. On connaît peu l'écrivain Leitch Ritchie. Né en 1800, il a travaillé comme employé de bureau à Glasgow avant de se consacrer à la littérature en 1820. En plus d'avoir écrit 4 romans, sa nouvelle L'Homme-Loup, publiée en 1831, est considérée comme l'une des premières histoires de loup-garou dans la littérature britannique. En France, à l'époque féodale, un chevalier tombe sur un rituel dans les bois. Entraîné dans le rituel, il rejoint les fêtards, hurlant comme des loups. Sa femme intrigante et un moine, convaincus que le chevalier est un loup-garou, jurent de lui confisquer ses vêtements. Si un loup-garou n'a pas ses vêtements pour reprendre forme humaine après sa transformation, il reste à jamais prisonnier de cette apparence. À la fin de L'Homme-Loup, même le lecteur ne sait pas si le chevalier était réellement un loup-garou ou non. Le capitaine Frédéric Marriott nous offre le premier aperçu d'un loup-garou dans une nouvelle de 1839 intitulée « Le loup blanc des montagnes Harz ». Comme beaucoup des œuvres de Marriott, le loup blanc puise dans ses expériences sur la grande et mystérieuse mer.
Le loup blanc est présenté comme une histoire racontée entre deux soldats en mer, et comment l'un d'eux avait perdu à la fois son frère et sa sœur à cause de sa belle-mère énigmatique. La nuit est une louve-garou, mais elle possède aussi des aspects de goule. Son désir de chair humaine ne se limite pas aux vivants, mais s'étend aussi aux morts. Tout comme Varney le vampire, les magazines Penny Dreadful présentent aussi un loup-garou, celui-ci nommé Wagner en 1847. George William MacArthur Reynolds était un écrivain britannique qui, après avoir hérité du domaine de ses parents, choisit de quitter l'armée britannique pour se consacrer à l'écriture. Le domaine de Reynolds s'avère être la fiction sérialisée, des histoires écrites pour les masses populaires, racontées chapitre par chapitre dans des magazines comme les Penny Dreadfuls. Wagner commence l'histoire en tant qu'homme de 90 ans dans la forêt noire en Allemagne, en 1516, abandonné par sa petite fille et laissé seul dans sa vieille cabane. Lorsqu'un étranger vient frapper à sa porte une nuit, il offre à Wagner sa jeunesse retrouvée en échange de 18 mois de service et d'une autre condition. On dit qu'au coucher du soleil, le dernier jour de chaque mois, le mortel à qui appartient le destin du loup-garou doit échanger sa forme naturelle contre celle d'un animal sauvage sous laquelle il doit rester jusqu'au moment où le soleil du lendemain se lève sur la terre. Wagner doit vivre avec sa malédiction, mais peu de temps après, il retrouve sa petite fille. Il cherche enfin le salut de Dieu et s'éteint en paix. Clémence Annie Housman était bien plus qu'une simple écrivaine. Elle était aussi artiste, militante sociale et suffragette. Sa nouvelle La Louve-garou met en scène une femme loup-garou, cette fois la nordique Whitefell, qui hante une famille vivant dans les montagnes glacées. Son baiser signifie la mort. Le sacrifice du frère jumeau de sa victime prévue provoque sa fin. Son sang, aussi pur que celui du Christ, agit comme de l'eau bénite et la détruit. Après la publication du Loup-garou, Howard Phillips Lovecraft proclame que le loup-garou atteint un haut degré de tension macabre et parvient, dans une certaine mesure, à recréer les atmosphères du folklore authentique. Clémence poursuit en fondant l'atelier du suffrage avec son frère Laurent et s'engage activement dans le mouvement féministe. Elle est arrêtée en 1911 pour non-paiement d'impôts, mais une vaste indignation publique de la part de ses partisans force la police à la libérer. Elle décède en 1955 à 84 ans. À mesure que les films muets gagnent en popularité, le loup-garou fait son apparition sur grand écran dans Le Loup-garou de 1913. Basé sur une nouvelle de l'écrivain Henri Beaugrand et sortie par Universal Studios, Le Loup-garou raconte l'histoire d'une sorcière navajo vengeresse qui revient d'entre les morts sous forme lycanthropique. Le réalisateur canadien Henry McRae est reconnu comme pionnier de la double exposition, des machines à vent et de l'éclairage artificiel intérieur. Le Loup-garou, comme beaucoup de films muets, est perdu. Le plus ancien loup-garou survivant au cinéma est Le sang du loup de 1925, une histoire de la forêt. Deux compagnies forestières s'affrontent dans les forêts du Canada. Lorsque le contremaître le plus éthique des deux est laissé pour mort, une supposée transfusion de sang de loup le pousse à croire qu'il est en train de devenir lui-même un loup-garou. Malgré la présence du loup-garou dans le cinéma et les nouvelles, il ne parvient pas à créer sa propre version iconique. Cela est sur le point de changer lorsque, en 1933, le romancier Guy Andor écrit « Le loup-garou de Paris ». Né à Brooklyn, New York en 1900, la mère d'Andor s'est suicidée alors qu'il n'avait que 4 ans et son père en deuil place le jeune Guy dans un orphelinat méthodiste. Son roman de 1933, Le loup-garou de Paris, traite le loup-garou avec un réalisme qu'on n'avait pas vu depuis le Dracula de Bram Stoker.
Le narrateur de la séquence d'encadrement, un doctorant, découvre un manuscrit perdu qui raconte la vie d'un loup-garou à l'époque de la Révolution française. Andor ne mâche pas ses mots. Si Dracula contourne la sexualité, le loup-garou de Paris s'y complaît. En ancrant son loup-garou dans le folklore et en le présentant de manière réaliste, le résultat final est d'un réalisme effrayant. Le livre atteint aussitôt la première place des best-sellers du New York Times et est réimprimé plusieurs fois. Et pourtant, il devient un classique oublié. 2 ans plus tard, son auteur connaît une carrière florissante de scénariste à Hollywood avec des films tels que La marque du vampire avec Bela Lugosi, Les mains d'Orlac avec Peter Lorre et le film Carefree avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Dans les années 1950, les activités communistes d'Andorre attirent ainsi l'attention de la Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Heureusement, il n'est ni emprisonné ni convoqué devant la commission, mais il est mis sur liste noire par plusieurs studios et contraint d'écrire sous un pseudonyme. En 1961, Le loup-garou de Paris est adapté par Hammer Film sous le titre La malédiction du loup-garou, et le cadre historique est déplacé de la France à l'Espagne. Le loup-garou a eu son heure de gloire littéraire. Alors que la Grande Dépression continue de frapper l'Amérique, il s'apprête enfin à faire ses grands débuts au cinéma. En 1935, Universal Pictures a connu un grand succès avec ses films de monstres, notamment Dracula avec Bela Lugosi, Frankenstein avec Boris Karloff et Claude Rains dans le rôle de l'homme invisible. Et ils sont prêts à s'aventurer sur le territoire des loups-garous. Le loup-garou de Londres n'est pas seulement le premier grand film de loup-garou, mais aussi l'une des plus grandes déceptions d'Universal. Henry Hurll joue le rôle du botaniste Wilfred Glendon qui est maudit par la lycanthropie à cause de la morsure d'un loup-garou. La nuit, Glendon se transforme en loup-garou meurtrier, chaque transformation étant plus horrible que la précédente. C'est une déception au box-office et cela ne parvient pas à lancer une nouvelle franchise d'horreur pour Universal. Le maître du maquillage, Jack Pierce, voit son maquillage traditionnel de loup-garou initial mis de côté au profit d'une interprétation plus moderne, qui va contribuer à lancer la folie du loup-garou avec l'aide d'une nouvelle star de l'horreur, Lon Chaney Jr. Le père, Lon Chaney, s'est fait un nom à l'époque du cinéma muet en tant qu'homme aux 1000 visages, n'hésitant pas à transformer son visage et son corps pour des rôles comme Quasimodo dans Le bossu de Notre-Dame ou le vampire dans Londres après minuit. En 1906, selon l'histoire, Chaney attend avec anxiété, sur les nerfs, la naissance de son fils Creighton Tull. L'accouchement prématuré est difficile et son fils est à la limite de la mort, pratiquement mort-né. Chaney saisit le nouveau-né, court dehors avec lui et le plonge dans les eaux froides du lac Belle-Isle en février. L'enfant survit et devient le descendant d'un acteur et chanteur, menant une vie sur le circuit du vaudeville. En 1913, Chaney père commence à jouer dans des films muets et lance sa carrière cinématographique légendaire. Puis, en 1931, à l'âge de 47 ans, Lon Chaney meurt d'une hémorragie de la gorge. Mais Hollywood appelle, espérant combler le vide laissé par un Chaney avec un autre. En remportant le rôle de Lenny dans une adaptation cinématographique du roman Des souris et des hommes de John Steinbeck, nous sommes en 1941. Lon Chaney Jr., le nom que Creighton a adopté à contre-cœur, est approché pour jouer la vedette dans la deuxième tentative d'Universal de donner vie à un loup-garou. Le film s'appelle Le loup-garou. Chaney incarne Larry Talbot, qui retourne dans sa maison ancestrale au pays de Galles, après la mort de son frère. Lorsque Talbot est attaqué par un loup-garou, interprété par Bela Lugosi, célèbre pour son rôle de Dracula, il est mordu et maudit à vivre en tant que loup-garou, esclave des pulsions meurtrières de son autre côté. Une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une grande partie de ce que nous considérons comme la mythologie du loup-garou
a été inventé pour le film Le Loup-garou. Le poème « Même un homme au cœur pur qui dit ses prières la nuit peut devenir un loup lorsque la belladone fleurit et que la lune d'automne est brillante » a été modifié dans le film suivant, la dernière ligne devenant « Lorsque la lune est pleine et brillante ». Oui, ça a été complètement inventé. Beaucoup de gens pensent que c'est une vieille légende tzigane ou un vieux proverbe, mais ça a été créé pour le film Le Loup-garou. C'est simplement sorti de son imagination et il l'a écrit, mais les gens l'ont adopté. Et puis, beaucoup de choses comme la balle en argent, ça n'existait pas du tout dans le folklore des loups-garous. Se transformer à la pleine lune n'appartient pas au vrai folklore des loups-garous, mais au cinéma. Je préfère ça au véritable folklore, personnellement. C'est beaucoup plus amusant. J'adore aussi l'interprétation de Lon Chaney Jr. en Homme-loup. Ce film fait partie de mes préférés. L'interprétation convaincante de Chaney place enfin le loup-garou au même rang que Dracula et le monstre de Frankenstein. C'est quelque chose qui m'est resté. Vous savez, il y a quelque chose dans ces films qui résonne en moi et qui me donne envie de les regarder encore et encore. Cela rejoint ce que je disais plus tôt. Quand on est jeune et qu'on se sent exclu, en dehors de la norme, ces créatures elles doivent être incomprises et différentes. Exclues de la société normale, elles sont rejetées et finissent par devenir des monstres. Et les enfants qui traversent pour l'adolescence se sentent un peu comme ça. Le métamorphe le plus célèbre de la fin du XXe siècle est introduit en 1962. L'incroyable Hulk, créé par l'écrivain Stan Lee et l'artiste Jack Kirby. Lorsque le scientifique Bruce Banner est pris dans l'explosion d'une bombe gamma expérimentale, il se transforme en Hulk, une créature enfantine, à l'apparition de la pleine lune. La couleur grise s'avère être incohérente lors de l'impression. Ainsi, Hulk devient soudainement d'un vert plus uniforme. Finalement, l'autre moitié de Banner se manifeste lors de moments de stress ou de colère intense. Le loup-garou est visuellement redéfini dans Un loup-garou américain à Londres de 1981, réalisé par John Landis. Grâce à l'expertise de la légende des effets spéciaux Rick Baker, en combinant prothèses et robotique, la transformation de l'homme en loup-garou va clairement bien au-delà de celle de l'époque du loup-garou. Ce que je trouve intéressant dans le phénomène du loup-garou ou dans l'histoire du loup-garou, c'est qu'il y a toujours une part de tristesse qui accompagne les loups-garous. Même dans des films qui sont un peu plus légers, comme J'étais un adolescent loup-garou, où vous avez le gars avec la veste Letterman qui court partout, ou plus tard des films avec des loups-garous. Dans le cas d'un adolescent loup-garou, c'est en quelque sorte montré comme un parallèle à la puberté, traverser des changements. Les gens ne te reconnaissent plus vraiment. Tu n'es plus la même personne. Tu passes un peu de l'enfance à l'âge adulte ou de l'adolescence à l'homme. Il y a donc une sorte de rite de passage qui fait souvent écho à l'histoire du loup-garou. Parfois, il y a la balle en argent et dans d'autres histoires, on entend que les balles en argent arrêtent les fantômes et les balles en argent arrêtent les vampires. Vous savez, l'argent, je suppose que c'est la pureté. Je pense que c'est ce que symbolise l'argent pour un loup-garou. Un loup-garou est souillé d'une certaine manière. Son âme laisse d'une certaine manière. Mais c'est toujours triste. Il y a toujours une tragédie qui y est liée. Celle que tu aimes peut te libérer de cette malédiction. Seule celle qui t'aime peut te tuer. Les métamorphes, comme le loup-garou, continuent de hanter nos histoires et nos cauchemars, aussi bien dans la fantaisie que dans la vie réelle. Les loups-garous et les métamorphes vivent-ils encore parmi nous? Seule l'obscurité le sait vraiment. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenus historiques captivants comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.